Ardigan. Ardigan présente Aranen. d'Emmanuel Roche-Lévy. Lu par Arnaud Leridan. À Meryl et Mila, mes deux M que j'aime. Prologue. L'homme fort. L'homme fort avait érigé une tente sur la place du village d'Esnoth, au premier jour de l'été. La fête des 1000 faux battait son plein, et les ouvriers agricoles de toute la région descendaient de leurs montagnes pour se presser dans les ruelles ornées de couronnes tressées de blé vert, à la recherche de divertissement, du bon manger et du bon boire, tant qu'à faire. Dès le lendemain, il leur faudrait reprendre la route des champs et se casser le dos au milieu des andins de paille brûlant. Le travail de la terre s'annonçait rude, comme tous les ans. Alors, pour l'heure, on dansait, on s'enivrait, on courait le jupon avec de grands éclats de rire paillard, et on s'étourdissait avec toute une variété d'amusements. Pour certains fêtards moins avisés, cela durerait même jusqu'aux premières lueurs de l'aube, à l'heure où les honnêtes gens sortent gagner leur pitance. Les habitants du coin avaient une expression pour désigner la gueule de bois de ces jeunes paysans qui repartaient directement au champ après la nuit de débauche, le fameux lourd chapeau de fenaison. Au lever du soleil, assis devant leur porche, les plus ridés du village, dans leur 50e printemps, qui n'avaient plus rien d'autre à faire que de tuer le temps en attendant qu'ils leur rendent l'appareil, adoraient regarder ces gamins tituber sous leurs faux et même parfois rouler dans le bas-côté pour s'y assoupir, ivres-morts. Et s'ils vomissaient, c'était encore plus amusant. Les anciens aussi y avaient eu droit en leur temps. « Quand on a le cheveu qui pousse vers l'intérieur du crâne, se remémorait-il, que le vin vous martèle si fort dans les esgourdes et qu'on se fait encore enguirlander en prime en arrivant au champ, on fait moins le malin la fois d'après, hein. C'est de bonne leçon de vie. Mais ça nous a pas tués, hein. Même qu'on a eu la belle vie au grand air, pour sûr. Et puis au moins on connaissait la valeur du travail. » Ainsi va le cycle des générations. À l'entrée de l'attraction du jour, un fanion rouge et or 1000 fois reprisé vantait les prouesses de Cassixte de Montbaste, l'inarrérable prince colosse du Balmer, dont les exploits musculaires inénarrables seraient accessibles au commun pour 3 petits hostels de cuivre à peine. Le petit camelot bossu qui accompagnait le noble Cassixte, et qui n'était nul autre que son grand frère rabougri, sournois et taré, s'adressait à lui à voix basse en utilisant le pseudonyme plus trivial de Riton, par commodité sans doute. Devant une estrade branlante, le petit personnage bossu coassait, sautillait en roulant des yeux énormes, dont l'un regardait obstinément dans un coin de la tente, remplissait sa bourse d'hostel et exaltait les badauds venus assister au prodige de Riton, enfin, de Cassixte de Montbaste, le prince colosse, etc. Derrière le rideau, le bel artiste s'apprêtait à entrer en scène. Au premier rang de l'assemblée fiévreuse, ce jour-là, se tenait un marmot, le dernier-né du tonnelier Baldus Furet, Battistan, accompagné de ses 2 frères aînés, Borolf et Gérel. Ces derniers, déjà adolescents, lorgnaient d'un œil peu discret en direction du décolleté d'une gamine du coin qui avait remarqué le petit manège et laissé faire. Mais le Benjamin, trop jeune encore pour être sensible au charme de la jante féminine, ne quittait pas du regard la scène, à quelques mètres à peine. Si l'histoire de ce mystérieux prince colosse venu au fin fond du royaume faire des numéros de gymnastique ne trompait personne, Battistan ressentait de tout son petit être, avec une conviction une conviction forte, qu'il allait devenir le spectateur privilégié d'un moment rare.
Une rencontre décisive avec un de ces personnages légendaires venus de la capitale et dont il ne pourrait jamais plus chasser le souvenir. Le rideau s'entr'ouvrit lentement, et alors que le bossu frappait un tambourin en rythme et annonçait le début de la représentation, l'homme fort se présenta à l'assistance. Un silence admiratif gagna le public. Le juste au corps de l'artiste, strié de rouge et or et aussi rapiécé que le chapiteau, semblait avoir été conçu pour évoquer certaines tuniques colorées en vogue à la cour du roi Ambroise d'Oscalde. Un blason de fil argenté placé sur le buste reprenait grossièrement la silhouette d'un lion, ou d'un ours, ou de tout autre mammifère exhalant la férocité. Cependant, en lieu et place des épaisses étoffes moirées affectionnées par la noblesse de ce temps, l'habit trop ajusté avait probablement été taillé dans un vulgaire drap de lin coloré. Sur tout autre individu, d'une corpulence normale, l'effet produit eût été grotesque. Cependant, l'homme fort s'étira de toute sa taille, releva la tête avec une expression de défi et, le sourcil froncé, fit jouer chacun de ses muscles avec des grognements sourds. De la mâchoire taillée à la serpe à son énorme... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.